L'être humain se construit grâce aux épreuves qu'il traverse. Aujourd'hui, dans votre podcast Une histoire inspirante, on reçoit Tchigui Berete. Tchigui Berete, c'est une jeune demoiselle qui s'est battue pour atteindre son rêve. Son rêve, c'était de devenir la Miss Guinée 2025. Pour découvrir son parcours, on se dit à tout de suite dans votre podcast Une histoire inspirante, le podcast où on vous raconte l'histoire de personnalités inspirantes. Ce contenu est produit par Starter Productions. Sur le chemin de la réussite, chaque individu rencontre des moments d'incertitude, de crainte, de difficulté, de moments de doute et de nuits sans sommeil. Cependant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir émerge. Une lueur portée par ceux qui ont osé persévérer et bâti quelque chose de solide. Dans cette émission, nous vous dévoilerons des histoires inspirantes de personnes exceptionnelles. Attachez vos ceintures et suivez-nous. D'abord, je me concentre. Faut que je me concentre. Faut pas que les gens me disent j'étais stressé devant la musique. Alors, salut Tchigui, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Les gens, ils t'appellent Tchigui ou Tchigui en général? Tchigui, ton entourage t'appelle plus comme ça. Tu sais d'où ton nom il vient à la base? Je sais, c'est le nom de Djakanké. Malinké Djakanké. En fait, je savais, c'est pour ça que je t'ai demandé. Ouais. Parce que la première fois, quand on s'est connus, en fait, quand j'ai vu le nom, j'avais demandé à mon père, en fait. Et je lui avais demandé, il m'a dit que normalement, tous les gens du prénom Tchigui, c'est un prénom Djaranké. Ouais, effectivement. Du coup, je me suis demandé si t'étais Djaranké ou pas. Non, je suis Malinké, je suis de Kankan. Ok. Oui. Mais tu sais comment t'as eu ce nom ou pas? C'était ta grand-mère, un grand-père? En fait, c'est la petite sœur de ma grand-mère qui avait ce nom. Elle a fait beaucoup de choses pour mes parents et pour être reconnaissant. Mon papa a voulu donner son nom à sa fille. Ok. Elle était Djaranké, du coup? Oui, sa maman est Djakanké. Ok. Parce que nous, nos grands-parents, ils sont passés aussi à Kankan. Ah ouais? Ils sont établis là-bas pendant un temps, mais c'était les gens qui ont fondé, en fait, mon village où je viens à Touba. Toi, t'es Djakanké? Ouais. Ah. Tu savais pas? Non, je savais pas. Ah. Djabi, tous les Djabis en Guinée, en général, c'est des C'est Djaranké. des Djakanké. C'est une culture qui me fascine beaucoup. Ok. Malinké aussi, c'est bien. Ça se ressemble un peu au niveau de certaines valeurs, mais il y a quelques différences. Et puis nous, comme on est installé en moyenne Guinée, maintenant, on va dire, ça ressemble. On va dire, c'est un peu un mélange de culture. Peul et Malinké, on va dire. Ah ouais? On va dire maintenant. Mon maman est Peul. Ok. Ouais, donc toi, t'es mélangé entre les deux. Ouais, je suis métisse. Ok. Mon papa est Malinké de Baté, si on peut dire le village. Ok. Et ma maman, elle est Peul de la baie. Ok, de la baie. T'es déjà allé un peu à la baie? Oui, je suis allée à Kankan à la baie. Ça va, t'aimes bien? Oui, c'est bien et le climat est magnifique aussi. J'étais là-bas il y a 5 jours, je crois. Ah ouais? Moi, je me rappelle que... Moi, j'allais là-bas pendant les vacances quand j'étais un peu plus petite. Ok. Ça va, t'aimais bien? Oui, c'était bien. Il y avait ma grand-mère, il y avait tout. Ok. C'est une belle ville. Moi, j'aime bien la météo qu'il y a là-bas, la température et tout. Je trouve que c'est bon vivre. Ouais, et du coup, toi, t'es la Miss Guinée 2025. Oui. Ça fait quel effet de... En fait, déjà, ça fait du bien parce que quand tu sais que tu as vraiment travaillé pour atteindre cet objectif, tu as ce sens de gratitude déjà ou Dio. Pardon. Il n'y a pas de souci. Et surtout, tu te rends compte que tu as une grosse responsabilité parce que tu représentes ton pays. Donc, c'est plus ça qui fait beaucoup la différence. C'est quoi en vrai être Miss Guinée? Ça veut dire que tu es la plus belle fille de Guinée ou ça veut dire quoi exactement? En fait, moi, je ne me sens pas la plus belle fille de Guinée parce qu'en Guinée, il y a de très belles filles, tu vois. Donc, moi, les gens ont tendance à me dire « Ah, tu es la plus belle femme de Guinée et tout » parce qu'on m'a élue et tout, parce que j'ai eu le courage de participer à Miss Guinée. Il faut avoir du courage à participer à un concours comme ça parce que quand même, c'est stressant. Oui, c'est stressant, mais tu es aussi assez exposé médiatiquement et c'est ce qui fait un peu peur aux gens, je pense. Moi, tu sais que je monte sur scène comme ça, là, comme vous avez fait, moi je tombe par terre directement avec le stress. Oui, c'est stressant. Tu as des milliers de personnes qui te regardent en ligne et t'as, même devant la scène, c'est des milliers de personnes aussi qui sont là. Oui, il y a toute une nation qui te regarde, il y a la diaspora aussi qui te regarde, il y a une grosse pression, il y a les pays voisins aussi qui te regardent, donc tu as vraiment une grosse pression et c'est pas du tout facile. Tu te dis quoi quand tu montes sur scène à ce moment-là? Moi, je prie. Ah je ouais? prie, oui. Je laisse le tout sur la main de Dieu. Après, ça se passe comme Dieu veut. Et quand tu es sur scène, tu vois... Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de monter sur scène devant beaucoup de monde. Mais quand tu arrives, en fait,
tu vois personne, tu vois que des lumières. Non, tu vois personne. Moi, de base, chaque fois, je cherche de regarder ma maman. Ma maman, c'est mon point à chaque fois. Ah, elle était là Oui, elle était là le jour de la finale. J'ai pas pu la voir. J'étais comme ça pendant tout le défilé. J'ai pas pu la voir, mais je prenais quelqu'un de référence que je voyais qu'il avait du plaisir à m'entendre, à me voir aussi. Et je me référais à lui pour rester. En fait, tu cherches des visages dans la foule que tu peux regarder. Effectivement. Ou sinon, je pointe le vide. C'est stressant en tout cas. Moi, j'aurais pas tenu. Du coup, bienvenue dans ce podcast Une histoire inspirante. Ici, c'est un podcast où on raconte l'histoire de personnes inspirantes comme toi qui ont réussi à construire des choses dans leur vie. Nous, le but, c'est que les gens qui vont regarder ce podcast, quand ils découvrent ton histoire, ça soit une motivation pour eux ou une source de conseils pour leur vie et pour ce qu'ils veulent accomplir. Du coup, la première question que je demande toujours, c'est maintenant, tu es Miss Guinée 2025. On va essayer de comprendre d'où tu es partie. Ça veut dire, on sait que déjà, à la base, tu n'es pas francophone. Tu as grandi en Italie, donc ce n'est pas ta langue, le français. Donc, on va essayer de comprendre dans quel environnement familial tu as grandi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Au fait, je pense que le fait que j'ai grandi entre deux cultures, c'est une richesse pour moi. Ça m'a mis devant beaucoup de défis. Ça, c'est vrai, surtout par rapport à la langue française qui a été le plus grand défi pendant mon parcours de Miss Guinée. Et par rapport à mon environnement familial, moi, j'ai eu des parents exceptionnels. Ma maman était ma meilleure amie. Mon papa aussi a toujours essayé d'être proche de moi. Et il était assez strict et c'est normal parce que c'est un papa, il est protecteur. Et puis c'est malinqué. Il n'est pas malinqué, c'est sévère. Oui. Super. Et puis pour eux, c'était les études. Après, tu peux faire ce qui te passionne, mais c'est tes études qui comptent plus. Lui, il est installé en Guinée, ton père, ou il est installé en Italie ? Non, il est en Italie. Toujours ? Oui, maintenant il est là en vacances, mais il fait des allers-retours. De base, il est en Italie quand même. Ok, et tu es la plus grande de 3 enfants, c'est ça ? 2 enfants. 2 enfants ? Ouais. Vous êtes 2 en tout ? Oui. C'est comment ça t'a appris ça t'a appris des choses d'être la plus grande ? Oui, en fait, tu dois savoir que mon petit frère a 7 ans. Okay. Donc il y a un écart genre de 17 ans entre nous deux. Ok. C'est un peu comme ton fils. Ouais, c'est mon bébé. Tu peux pas imaginer mon petit frère, c'est ma vie. Et puis comment je suis tellement fière de lui parce que je vois un petit homme qui est en train de grandir avec des valeurs, tu vois. Et je pense qu'il y a rien de plus apaisant et de plus qui peut te rendre plus fier que quand tu vois ton petit frère qui grandit avec des valeurs comme la valeur de la gentillesse, de la générosité. Il est protecteur, et puis il se partage pas. Quand il vient me donner un bisou, il va donner le bisou à ma maman. S'il me donne 2 bisous, il va donner 2 bisous à ma maman. Pour qu'il n'y ait pas de jalousie. Non, il est incroyable. Je suis tellement fière et je l'aime tellement. Il vient aussi en Guinée souvent ? Il est là. Okay. Il étudie ici. Il est né ici, lui, en fait ? Non, il est né en Italie. Okay. Mais il fait sa scolarité ici parce que mes parents veulent qu'il apprenne le français, lui, au moins. En fait, tes parents, ils l'ont fait venir pour que lui, il étudie ici pour apprendre le français plus facilement. Oui. Toi, à la base, quand tu veux... Là-bas, tes parents, ils te parlaient en italien ou en malinké ? Quand j'étais en Italie, on parlait italien. Oui, on parlait italien. Après, ma maman me parlait le pulaar. Mon papa me parlait le malinké. T'as appris le français en quoi ? En 2 ans ? Ouais, on peut dire. Comment t'as fait ? Je me suis mis à fond. J'avais un professeur. Je lisais beaucoup. La lecture aide beaucoup. Mon téléphone a changé. L'italien, c'est devenu français. Je me suis entourée surtout de personnes qui parlaient que le français. Donc, c'est ce qui m'a le plus aidé. Ça a été un gros changement, mais ça vaut la peine. Parce que moi, j'essaie d'apprendre l'anglais, là, mais j'arrive pas. Hein. Ah ouais? J'arrive pas. Il faut te mettre à fond. Je pense que c'est juste la volonté qui peut t'envoyer vraiment à tout. Ok. Et tes parents, ils avaient quel type d'éducation, toi, avec toi ? Dans quel sens ? Ça veut dire, au niveau de... C'était très religieux, culturellement, c'était quoi ? C'est plus le... Est-ce qu'on vous rappelait sans cesse, par exemple, qu'eux, ils venaient de la Guinée ? C'était comment au niveau... Mon papa a toujours voulu que je sois attachée à ma culture. Mon papa, c'était quelque chose il blaguait pas avec ça. En fait, il me racontait toujours des histoires. Et puis mon papa, c'est religieux. Donc, il essayait toujours de me tenir très attachée à ma culture. Déjà, eux ils sont partis en Italie jeunes, tes parents ? Mes parents se sont mariés très jeunes. Hein. Ma maman s'est mariée avec mon papa à l'âge de 19 ans. Et quelques années après, mon papa a appris, il est allé en Europe. Et quand il s'est installé, moi et maman, on est allés là-bas. Ok. Ouais. Mais ce que j'ai pas compris, c'est quand on s'est connus, quand j'ai vu tout ça, je me suis demandé pourquoi ils ont choisi l'Italie, parce qu'en général, les gens ils vont en France.
Ils vont dans des pays, on va dire, qui sont plus affiliés à la Guinée. Ouais, alors que l'Italie, on n'a rien à voir avec la Guinée. Il y avait mon grand-père en Italie, donc mon papa a voulu aller là-bas. Ok. Ouais. Et il t'a expliqué un peu c'était comment la vie en Italie avant que toi tu y ailles? Mon papa a une histoire. Tu devrais l'inviter. Tu peux nous expliquer un peu hein? Il a fait l'aventure. Ce que je peux dire qu'il a fait l'aventure. Il s'est vraiment battu. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour mon papa parce que c'est une personne... C'est vraiment un homme. C'est un homme qui s'est vraiment battu pour tout ce qu'il a ici. Tout ce qu'il a conçu, c'est parce qu'il s'est mis à travailler. Et ce sens du travail que j'ai, ça vient de mon père, tu vois. Il est parti de rien? Il est parti de rien, mon papa. De Cancan? Oui, on peut dire. Bon, mon papa, même ici, il avait un bon poste. Mais quand tu arrives en Italie, tu recommences tout à zéro, tu vois. Donc, là-bas, il est parti vraiment de rien. Et maintenant, moi, je suis super fière de lui. Et ta mère, du coup, elle? Maman, c'est une femme super forte. C'est mon pilier, c'est tout. Et elle aussi, elle a eu un peu du mal à s'adapter parce que c'est pas facile quand même quand tu grandis dans un pays. Après, tu vas dans un autre pays où tu connais pas la langue, tu connais pas forcément l'environnement et surtout, c'est un monde complètement différent. Parce qu'eux, ils ont fait le sens inverse. Du coup, eux, ils parlaient français, ils sont en Italie, ils parlaient pas italien. Ouais. Pour le moment, ça a été un peu difficile, mais après, elle s'est adaptée. Elle a eu elle a eu un bon entourage. Et après, ça va, c'était... Et toi, du coup, c'était comment pour toi de grandir en Italie en tant que jeune Guinéenne? Parce que nous, ce qu'on entend, en tout cas, nous, quand on est en France, ce qu'on entend, c'est que l'Italie, c'est un pays très raciste. Au fait, moi, au début, oui. Au début, moi, je suis allée là-bas en 2008. Donc, il faut savoir... Maintenant, ça a complètement changé, par contre, tu vois. Quand je suis allée là-bas, c'était assez dur pour moi, sincèrement. J'étais l'unique fille noire de la classe. L'unique petite fille noire de la classe. Et en plus, à ce moment-là, quand tu es partie en Italie, tu parlais français. C'est-à-dire que tu as fait les deux sens. Je parlais, tu sais, j'avais 6 ans, donc je venais de commencer à parler le français, tu vois. Et puis moi, j'ai rapidement appris l'italien. Donc, et puis l'italien, c'est une langue super jalouse. Donc quand tu l'apprends, ça efface tout le reste, tu vois. Et après, au début, je souffrais beaucoup. Je me suis vraiment isolée. Mais j'ai travaillé sur moi, donc c'est pour ça que maintenant je suis super extrovertie et tout. Je parle beaucoup aussi. Ah ouais. Mais ça n'a pas été facile, sincèrement. J'ai vécu du racisme en classe, j'ai vécu du racisme en dehors de l'école et tout. Mais ça se manifestait comment, par exemple, ce racisme? Bon, quand on t'écarte ou bien quand on te dit noir, mais d'une manière un peu plus agressive, tu vois, ou bien quand tu rentres dans un restaurant et les gens se retournent vers toi, ils sont un peu réticents. Ou bien, une fois, je me rappelle que j'étais en train d'aller à l'école, j'étais en retard et il y avait une femme âgée qui était dans le bar. Il y avait un petit bar où moi, j'allais toujours prendre mon petit café rapidement. Après, je prenais le bus pour aller à l'école. La dame avait déjà préparé mon petit café parce que je l'avais déjà écrit et tout. Je prends mon café, elle me dit non, toi tu dois rentrer chez toi, vous venez ici pour nous voler le boulot, tu dois pas prendre le café. Elle a commencé à crier sur moi devant tout. Moi, j'étais choquée. Et ça m'a fait assez mal, ça m'a perturbée. C'est une scène que j'ai pas oubliée, je vais pas oublier. Et par contre, la femme qui était là-bas m'a défendue et ça m'a fait plaisir, mais cet acte qui vient d'une femme assez âgée envers une petite fille, ça fait assez mal, tu vois. Parce que dans ton environnement, il y avait très peu de Noirs, non? Ouais. Oui. Il y avait très peu de Noirs. Nous, ça n'a rien à voir, parce que moi, par exemple, où j'étais en France, il y avait quasiment que des Noirs. Ouais, il y a des quartiers comme ça en Italie aussi, non? Oui, il y a des quartiers comme ça, mais... c'est compliqué. La France et l'Italie sont, je pense, deux pays. On n'a pas la même histoire, en fait. Effectivement. Puis, ce sont deux pays accueillants, mais c'est compliqué. Après, je pense que l'Italie, ils ont des pays en Afrique aussi où ils ont été proches, où je crois qu'eux, c'est plus... l'Éthiopie. Ils avaient pu coloniser l'Éthiopie après les Éthiopiens. Je crois qu'il y a la Libye, si je dis pas n'importe quoi aussi, je suis pas sûr. Oui, je pense que moi aussi, je suis pas sûre, mais ils sont très peu venus en Afrique noire. Ils n'ont pas pu, en fait. Quand ils ont décidé, c'était trop tard parce que l'Éthiopie, je pense, était déjà développée. C'est un trop petit pays en plus, comparativement, même en termes de taille, c'est petit l'Italie. L'Italie? Non, l'Italie est grande. Hein. Ouais, par rapport à l'Allemagne, oui. C'est des petits pays. Au niveau du parcours scolaire, du coup, toi, tu es quel type d'élève? Moi, j'étais une bonne élève parce que je devais. Mes parents ont dit tu étudies. Donc, j'étais une bonne élève et j'étais plus créative. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai choisi la branche de la mode. Donc, je me suis diplômée en mode. Et
moi, en fait, j'aime apprendre. Donc, ça a toujours été un bon environnement pour moi, l'école et tout. Et quand tu dis créatif, c'était dès le plus jeune âge? Oui. Genre, tu dessinais beaucoup? Oui, super. Je dessinais beaucoup. J'étais très créative, oui. Tu dessinais bien? C'était un peu mon... Oui, je dessine bien. C'était un peu mon petit... comment on dit ça? Tu sais, ton havre de paix. Moi, quand je dessinais, je me sentais en paix avec moi. Ok. À toi, tu parles de quel âge environ, là? Ça, c'était... Bon, depuis que je suis petite, moi, je dessine. Mais après, quand j'ai développé vraiment... J'ai vraiment compris le sens... Qu'est-ce qui me plaisait de plus, c'était genre à 16 ans, 15 ans, 16 ans, comme ça. À 16 ans, tu dessinais beaucoup aussi. Ouais. Parce que moi aussi, en fait, quand j'étais en classe, j'ai parlé de ça parce qu'il n'y a même pas une semaine, j'ai croisé une amie d'enfance avec moi, en fait, avec qui j'ai grandi à l'hôtel Noom. Ah ouais. Elle m'a rappelé, en fait, des souvenirs de quand j'étais à l'école primaire et je dessinais tout le temps Dragon Ball Z ou des voitures et tout. Et ça m'a fait rigoler quand j'ai entendu ça. Du coup, quand tu as parlé de dessin, là, je me suis dit... Après, moi, dans ma famille, on est tous des dessinateurs dans tous les cas. Toi, c'est que toi ou même c'est... Oui, c'est que moi. C'est que toi. Ouais. Et après, c'est au lycée que tu t'es lancé dans la mode? Oui. Comment ça a commencé la mode pour toi? Au fait, moi j'ai toujours été... Au fait, ça a toujours fait partie de ma vie. Parce que moi, quand j'étais ici, je faisais les petits défilés d'école ici, tu vois. Je faisais les petits... pas les petits concours de Miss, mais bon, on faisait des défilés à l'école ici parce que moi, j'ai fait la maternelle ici. Et après, j'avais une tante, la grande sœur de maman, qui me disait Tiki, tu dois faire le mannequinat, toujours. Après, on a commencé à chercher des petites agences et tout. Donc, ça a commencé par ça. Et c'est venu comment les premiers pas dans le mannequinat? En fait, le monde du mannequinat, c'est un monde assez exigeant, on dit comme ça, et assez compliqué. Tu vois, ça n'a pas été facile et il y a beaucoup d'arnaques si tu n'as pas de connaissances surtout et si tu n'as pas de... Au niveau des agences? Oui, au niveau des agences. Donc, au début, je me suis fait arnaquer, je ne vais pas mentir. Je me suis fait arnaquer, mais après, après des recherches, après des connaissances et tout, je suis tombée dans une très bonne agence et j'ai commencé à travailler, j'ai fait quelques travaux et tout. C'était quoi le type d'arnaque que tu as subi dans Bon, ce sont les agences qui viennent envers toi, ils te promettent tout ce que tu peux rêver et tout. Après, ils te disent, mais tu dois payer pour un cours de en italien, on dit portamento, donc comment défiler et tout, comment te poser et tout. Ah, on te forme en gros à être mannequin, quoi. Oui, mais on ne te forme pas, tu payes, après on fait rien, il disparaît, tu vois. Donc, c'était un peu ça, on te faisait des promesses, tu payais, après il disparaissait. Et toi, tu payais? Oui, j'ai payé. J'ai payé. Et après, on n'a rien vu, même niveau casting et tout, parce qu'au fait, l'agence doit t'introduire au monde de la mode, tu vois. Et je ne voyais rien. Et puis, j'avais l'école aussi, donc on pensait que c'était plus le fait que je n'étais pas active. Après, on a compris que ça n'avait rien. T'as fait combien d'agences comme ça? Une seule agence. Après, j'ai fait attention. Après, ça t'a marqué? Oui. Et la deuxième, ça va, c'était mieux? Oui, la deuxième, c'était mieux. Sauf qu'avec l'école, je n'étais pas trop active, donc je ne travaillais pas beaucoup avec eux. Ok. Et du coup, après la deuxième agence, eux, ils t'ont proposé du coup des contrats pour faire du mannequinat quand même? Oui. En fait, les agences de mode te proposent à des marques. Par exemple, il y a une marque qui veut une fille teint noire avec une taille de 1m90 et tout. Ils te proposent. Mais ils proposent toutes les filles qui sont dans leur agence avec comment on dit ça, catalogue? Oui, ce catalogue, on peut dire. Et après, ça dépend de... Comment il s'appelle? De la marque qui décide. De la marque, exactement. Et t'as fait des trucs pour des grosses marques quand même? Oui, j'ai fait... Bon, le plus grand boulot que j'ai fait, c'est pour Moncler. Ok. Le défilé de Moncler qui je pense qu'il devait fêter ses 70 ans, comme ça. C'était incroyable. Ok. Et comment c'est venu cette passion pour le mannequinat, toi? C'est parce que j'ai toujours aimé défiler, moi. Et puis quand j'étais petite, j'avais ma petite jupette, mes petits talons, mon petit sac. Donc j'étais toujours dans ce truc-là. C'était un rêve en fait d'enfant? Oui. Ok. Ouais. Ok. Et après, c'est après tout ça que tu as voulu devenir Miss? Ça aussi, c'était à moi. Ça faisait longtemps. Comment c'est venu le rêve de vouloir devenir Miss? En fait, tu vois, en Guinée, ça fait longtemps qu'il y a les concours de Miss. Donc, quand tu vois ces belles femmes qui défilent, qui sont prestantes, tu rêves un peu avec eux, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours eu ce truc. Après, on m'a découragée plusieurs fois en disant, tu parles pas le français, laisse tomber, tu peux pas aller là-bas comme ça et tout. Après, un jour, mon cousin me dit, écoute, on a recommencé Miss Guinée, tu dois aller. Je
dis, Alex, moi, je parle pas français, faut me laisser tranquille. Il me dit, non, tu dois aller et tout. Après, j'appelle ma tante Bintou Berete. Elle me dit, si tu veux le faire, moi, je suis avec toi. On va le faire, on va améliorer ton français. Tu viens ici, on prend des cours de français pour toi et tu vas le faire. Donc, la veille du casting de Miss Guinée, de la présélection, pardon, j'arrive en Guinée. Je fais la présélection et ça va. Ça fait longtemps que ça existe, le concours Miss Guinée? Oui, ça fait longtemps. Ils avaient fait une pause. Ils avaient fait une pause, après ils ont repris l'année passée en 2023. Toi, tu as voulu devenir Miss en regardant des Miss en Guinée? Aussi, j'ai vu plusieurs concours de beauté, tu vois. C'est quand tu vois vraiment tous... En fait, avec la venue des réseaux sociaux, c'est facile que tu rêves, tu vois. Donc, je voyais les Miss Guinée, je voyais les Miss Monde, les Miss Universe et tout. Donc, je rêvais avec elles, tu vois. Et puis moi, comme je te disais, j'ai toujours voulu impacter. Tu vois, j'ai toujours eu ce sens d'engagement social, de vraiment faire la différence, tu vois. Laisser une trace. Oui, de laisser une trace. Ça, c'est même quand j'étais à l'école, on me disait, mais Tigui, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire de grandes choses, tu vas voir. Tu vois, donc c'était ça. C'est comme ça que c'est venu. Oui, c'est parce que je savais aussi que Miss Guinée allait m'ouvrir des portes pour impacter, tu vois, pour laisser des traces de Tigui. Et je ne veux pas venir et passer comme ça, tu vois. Ok. Et comment ça s'est passé, la présélection pour la première édition? C'était dur, hein. C'était dur parce que quand je suis arrivée, ils ne voulaient pas me sélectionner au début parce que j'avais de la difficulté à m'exprimer. C'était normal parce que je venais d'arriver, je ne m'étais pas adaptée. Ça faisait même pas 24 heures que j'étais en Guinée. Et après ça, ils ont voulu me reprendre, me repêcher et tout. Et j'ai passé la présélection, j'étais 6e dauphine. Ça veut dire à la première présélection, tu n'avais même pas été prise à la base? Non. Au premier casting. Après, il y a une personne qui m'a vraiment défendue. Et ils ont dit, OK, on va te donner une chance. Après sélection, montre-nous ce que tu peux faire. Je suis allée, je me suis qualifiée comme 6e dauphine. Et c'est là-bas que mon parcours a commencé, que Tigui a commencé à exister en Guinée. T'as été 6e dauphine? 6e dauphine. Ça, c'était à la finale? Oui. Non, pas à la finale, à la présélection de Conakry. En fait, il faut que tu m'expliques, parce que moi, je connais rien au monde de Miss. Vas-y, je t'explique. Au fait, il y a les présélections régionaux. Après, les présélections régionaux, il y a... Régionaux, ça, c'est quoi? C'est en gros dans chaque région. Effectivement, il y a la basse Guinée, il y a la moyenne Guinée, la haute Guinée, la Guinée forestière. On fait les présélections là-bas. Après, il y a la zone spéciale de Conakry, tu vois. On fait la présélection, on choisit 3 Miss. Mais dans la zone spéciale de Conakry, on choisit 8 Miss. Okay. Tu vois. Et après, ça, on te donne 2-3 mois de préparation jusqu'à la grande finale. Okay. Et c'est ça, principalement. Okay. Donc, toi, tu es arrivé 6e à la présélection de Conakry en 2023. De Conakry. Et après, comment ça se passe par la suite? Après, il y a des challenges que tu dois faire. Et bon, tu dois te préparer et tout. Et il y a un mois d'internat. Et ce mois, c'est un mois de formation. En fait, parce que le comité de Miss Guinée veut vraiment donner l'opportunité aux filles de sortir avec quelque chose. Tu ne gagnes pas la couronne, mais tu sors avec quelque chose. Tu sors avec un bagage, tu vois. Donc, on nous donne des formations au niveau entrepreneurial. On nous donne des formations au niveau de développement personnel pardon, j'étais en train de parler en italien. Que selon moi, c'est très important. Parce que je pense que c'est une branche qu'on néglige assez, le développement personnel. Et après, on arrive à la finale où on montre aux gens ce qu'on peut faire. Tout ce que vous avez appris. Ce qu'on peut faire. Et du coup, toi, le cursus, après quand tu as été 6e à la présélection, après, on vous prépare directement à la finale? Oui, il y a 2-3 mois où toi, tu dois te préparer. Tu vois, individuellement déjà? Oui, effectivement. Tu dois te préparer pour la finale. Il y a des challenges que le comité te donne. Il y a le challenge, par exemple, glamour, où on te donne des directives. Il y a le challenge, je ne me rappelle pas trop des challenges, mais environnemental et tout. Et tu te prépares à ça. Il y a les réseaux sociaux qui rentrent en jeu. Donc, il y a les likes, les commentaires, les partages qui comptent. Donc, ça compte beaucoup, du coup. Oui, ça compte aussi. Il y a beaucoup de trucs qui comptent pour élire une Miss. Et toi, quand tu as ces 3 mois pour te préparer, tu te dis quoi? Parce qu'à l'époque, tu ne parlais pas encore, à ce moment-là, tu ne parlais pas français encore. Non, j'avais quelques bases. J'avais, en fait, salut, comment tu... Parce que moi, ce que je me demande là en écoutant ça, c'est que je me dis, parce que lors du concours,
t'as des gens qui viennent de tous les pays, on va dire, de la diaspora. Oui, il y a la diaspora aussi, c'est vrai, il y a la diaspora. Je pense qu'on prend une personne de la diaspora, on l'a fait venir pour... Parce que j'ai vu, je crois, il y avait Miss Guinée-Canada. Ça, c'est cette année. L'année passée, il y avait Miss Guinée-Allemagne et Miss Guinée-France. Et Miss Guinée-Maroc aussi. Ok. Ouais. Mais par exemple, quand on dit Miss Guinée-Allemagne, elle parle pas français aussi à la base? Non, elle parle français. Ah, parce elle a passé plus de temps en Guinée? Oui, je pense, je me rappelle plus de son parcours, mais oui. Elle, c'est ma sœur. Ok. Et du coup, après, là, quand vous êtes préparé, après les 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mois d'internat. Ce mois-là, il y a les formations, comme je te disais, et il y a des sorties et tout. Et après, il y a la finale. Et il y a la préparation à la finale aussi, qui est très, très fatigante. Ça, c'est une semaine de préparation. Vous êtes tout le temps ensemble? Non, c'est un mois de préparation. Un mois de préparation. Ouais. Vous êtes tous les jours ensemble? Oui, tous les jours ensemble. En fait, le comité prend en charge notre logement. Donc, on est tous dans une villa et ils prennent en charge pratiquement tous, sincèrement. C'est incroyable. Et après, on se prépare aussi à la finale. On fait des répétitions, on a des cours de marche, on a vraiment beaucoup de trucs. Ok. Et comment ça s'est passé, toi, ta première finale? En fait, ma première finale, c'était incroyable parce que je stressais beaucoup. Parce que, en fait, tu dois savoir que moi, je me suis mis une grosse barrière parce que je me disais... Une barrière mentale? Oui, une barrière mentale, tu vois. Je suis là, c'est vrai, mais il y a d'autres filles très belles, très éloquentes, qui connaissent plus que moi tout, tu vois. Donc, je me minimisais. Je me disais, Tigui, est-ce que tu pourras... Bon, top 15, tu pourras être là-bas, mais top 5, est-ce que tu seras là-bas? Parce qu'il y avait de belles filles, tu vois. Et donc, je m'étais mis cette barrière, alors que les gens, mon entourage n'avait pas ça. Mon entourage voyait mon potentiel. C'était vraiment moi contre moi, en fait, tu vois. Et donc, je suis arrivée à la finale où je disais, bon, top 15, je serai là-bas, mais top 5, je ne pense pas, parce qu'il y avait de belles filles. Maintenant, on m'appelle pour le top 5. Oh, mais... J'étais choquée. On m'a appelé une fois. Je me suis retournée envers une candidate. J'ai dit, mais c'est moi. Elle m'a dit, oui, j'y vais. J'étais dépassée. J'étais tellement contente et tout. Parce que quand tu arrives à ce niveau, tu vois vraiment que les membres du jury ont vu quelque chose en toi, tu vois. Et puis, il y avait beaucoup de gens qui étaient là-bas, ils étaient contents pour ma nomination et tout. Et c'était ça. Même si ça ne s'est pas très bien passé parce que j'ai perdu mes mots pendant la question finale. Mais ça va, j'ai pu comprendre. C'est où j'ai eu... comment on dit ça? Où tu as échoué? Où j'ai échoué. Je ne veux pas dire échoué parce que ce n'est pas un échec. Ça a été apprentissage. Exactement, tu vois. Donc, moi, je dis toujours que Dieu ne fait rien pour rien. Tu vois. Donc, ça m'a servi. Et maintenant, je suis retournée encore plus fort qu'avant avec une autre mentalité complètement. Mais quand t'as bon, comme on a dit, on va pas utiliser le mot échouer, mais en tout cas, quand t'as pas gagné la première année, pourquoi tu décides de recommencer? Parce que la plupart des gens, en général, une fois que ça se passe comme ça, ils disent, bah, c'est bon, je laisse tomber. C'est parce que c'était mon rêve. Et en fait, je savais que j'avais la capacité de le faire et j'avais pas droit à abandonner. Tu vois, je pouvais pas abandonner parce que je me suis tellement battue pour arriver à ce stade. Savoir que j'ai pas eu ce que la chose pour laquelle je me suis battue, je me suis dit non, tu reviens, tu travailles encore plus et tu le fais. Et j'ai travaillé encore plus. Mais pourquoi autant de volonté? La volonté, elle venait d'où exactement? En fait, c'est parce que j'y crois. Tu vois, j'y crois tellement. Et je sais aussi que... je t'ai dit, je veux impacter. C'est quelque chose qui m'anime. C'est vraiment une passion que j'ai. Quand tu me parles de Miss Guinée, quand tu me parles de la Guinée, c'est vraiment une sensation que j'ai c'est l'amour pour mon pays qui m'anime plus, je pense. C'est vraiment quelque chose que je ne peux pas t'expliquer parce que c'est profond. Et en plus, avant avant l'émission, on discutait et tu m'expliquais, tu me parlais un peu de ton amour pour la Guinée quand tu es venu la première fois. Enfin, tu es né ici, à la base, tu es parti à 6 ans, mais après, tu es revenu et quand tu es revenu la première fois, tu as un amour qui est venu directement. Ouais, je suis tombée amoureuse encore une fois de la Guinée. C'est venu de quoi, toi, ça, cet amour? Je sais pas. Je te jure, je sais pas. Je suis retournée en Italie où j'avais... T'as pleuré quand t'es reparti? Non, je vais pas pleurer, mais tu sais, quand tu as cet attachement à ton pays, et, tu vois vraiment que ton pays a du potentiel et que tu peux faire partie de ce potentiel, c'est quelque chose que tu peux pas expliquer. Mais toi, quand t'es venu, tu faisais quoi de tes journées, par exemple?
au début? Bon, c'était des vacances. C'était des vacances. J'étais avec mes cousins qui étaient là. Donc, on allait voir un peu... on allait à l'intérieur. On allait voir les hôtels qui étaient là. Donc, moi, j'étais fascinée par la vie de Conakry, par tout. Et puis, je sais pas, j'étais chez moi, en fait, tu vois. Quand tu es en Guinée, tu arrives à te mélanger facilement avec les gens, toi? Bon, moi, je m'adapte facilement, oui. Ok. Oui, Tu oui, trouves oui. qu'avec les mentalités, par exemple, toi, avec la mentalité que tu as eue en Italie, et quand tu es venu ici, parce qu'il y a forcément des différences, même si tu as la double culture, tu arrives à t'adapter facilement? Bon, moi, le fait que j'ai grandi en Italie, je t'ai dit que c'est une grande richesse pour moi. Parce que ça m'a donné aussi une sens d'adaptation assez forte parce que j'arrive à m'adapter vraiment partout, tu vois. Et puis, ça m'a donné aussi une force mentale assez forte, tu vois. Donc, j'arrive vraiment à m'adapter et à comprendre qui j'ai devant avant de vraiment de parler avec la personne, tu vois. Ok. Et ensuite, après le concours Miss Guinée la première année, tu as gagné la deuxième année du coup que tu as fait. Mais au départ, tu as eu un temps quand même où tu as décidé de te préparer. Et en plus, entre-temps, tu as été Miss Conakry. Au fait, j'ai fait, après la finale de Miss Guinée 2023, je suis allée concourir à World Top Model. Après ça, je suis retournée. C'était quoi déjà World Top Model? World Top Model, c'est un concours international où le comité avait choisi. J'avais le profil idéal pour aller là-bas représenter la Guinée. Et ça s'est très bien passé parce que j'ai été élue 5e dauphine de World Top Model. Et, en gros, c'est quoi? C'est un concours de top modèle? Oui, c'est un concours de mannequinat. Okay. C'est un concours de mannequinat et tout. Et, c'était où? C'était à Monaco. C'était super bien. Et l'ambiance, le comité, c'était vraiment... Et puis j'ai eu beaucoup de soutien de la part du comité, des Guinéens aussi. C'était incroyable. Et après ça, je suis revenue. Et je ne me suis pas vraiment préparée. Je regardais plus où j'avais échoué. J'essayais de me préparer moi en solo, tu vois. Après, je suis venue, c'était quoi, par exemple, cette préparation? C'était, bon, tu vois, où tu as échoué la fois dernière. C'était plus la confiance en moi. Parce que la fois dernière, je n'avais pas la confiance en moi. Puis surtout, mon entourage m'a beaucoup aidé. Mon équipe, mon manager, ma famille. Ma famille m'a tellement aidé. Et mon conseiller, c'est vraiment un gros processus qu'il y a derrière, tu vois. Et donc, je reviens vraiment avec un autre état d'esprit. Je deviens Miss Conakry. Et après Miss Conakry aussi, Miss Conakry, en gros, ça, c'est, comme tu as expliqué, c'est les présélections, c'est ça? Régionaux, oui. Après Miss Conakry aussi, je me suis dit... En fait, avec Miss Conakry, j'ai eu une grosse pression parce que je me suis dit, j'ai été élue Miss Conakry, je dois faire quelque chose. En fait, parce que quand tu deviens Miss Conakry, c'est un titre, tu vois. Donc, tu dois utiliser ce titre que tu as. Donc, je me suis dit, je dois prouver aux gens que je mérite vraiment cette couronne. Donc, j'ai posé des actes, je me suis mis à travailler et c'était bien après la finale. Ok. Et après, du coup, tu as enchaîné direct le concours Miss Guinée. Après, la deuxième année, la deuxième fois, ça arrivait directement après. Oui, c'était... En fait, c'était en décembre. Après, la présélection était en juillet. Ok. Attends, Miss Conakry, ça, c'était en 2024? Ouais. Non, 2023. 2023? Non, en fait, non. Il y a eu la présélection... il y a eu la finale de Miss Guinée en 2023, novembre 2023. Après ça, en 2024, il y a eu la présélection de Conakry. Donc oui, j'ai enchaîné deux années. Ok. Et après, du coup, tu es revenu pour maintenant essayer de retenter ta chance à Miss Guinée. Comment ça s'est passé? C'était plus difficile que le début. Parce que la première fois? Ouais. Pourquoi c'était plus difficile? Parce que déjà, il y avait plus d'attentes. Donc j'avais une grosse pression psychologique. Et beaucoup, il y avait assez de faux trucs sur mon compte. Donc, même au niveau mental, tu dois être assez forte parce qu'il y a des gens qui s'inventent des trucs juste pour nuire à ton image et tout. Donc, tu dois vraiment faire attention et être forte. Et
Après, c'était un peu ça. C'était le fait que tu retournes vraiment... Tu retournes et les gens ne s'expliquaient pas pourquoi moi j'étais retournée. Alors ce qu'ils ne savent pas, c'est que je n'étais pas la seule à vouloir retourner, tu vois. Il y avait d'autres candidates de l'année passée qui voulaient retourner, sauf qu'à la dernière minute, elles ont voulu se préparer mieux. Moi, j'ai eu le courage de retenter encore. Donc, c'était un peu ça. Parce que quand tu fais quelque chose une fois et que tu ne gagnes pas la première fois, quand tu recommences la deuxième fois, en général, tu as encore plus de pression. Effectivement, c'était la pression. Tu n'as pas le droit. Ouais, j'ai pas le droit à l'échec. Ok. J'avais pas le droit du tout. Et comment ça s'est passé, du coup, le deuxième événement? La finale de Miss Guinée? C'était difficile. Déjà, vous avez eu un gros travail de préparation. Je sais que, par exemple, vous avez été formé par pas mal de coachs. Et toi, tu disais que tu avais des problèmes au niveau de la confiance en toi? Oui, ça, c'était l'année passée. Cette année, cette année, je suis retournée vraiment avec un autre mindset, tu vois, un autre état d'esprit. C'était vraiment moi et mon parcours. C'était pas, tu regardes les autres filles, elles sont belles et tout. Toi aussi, tu as les mêmes capacités que les autres, tu vois. C'était ça. Et ça a été ça a été plus difficile cette année parce que déjà, j'étais tombée malade quand j'étais à la villa. Et on avait les formations, donc tu ne pouvais même pas rater les formations. C'était de 6h du matin jusqu'à 21h, 22h. Donc, c'était assez intense parce qu'on avait les répétitions aussi. C'était difficile. Et puis, à la dernière minute, ils ont changé le thème. Au début, c'était investir en faveur de la formatrice de la transformation économique. Après, ils ont changé avec le thème de Simandou 2040. Ok. Et... Donc, on a dû s'informer et tout, c'était compliqué. Mais moi, je trouve qu'en termes de force mentale, quand même, t'es pas mal. Toi, te vient d'où cette force mentale? Je pense que c'est mon parcours qui me donne cette force mentale. C'est le fait que j'ai grandi dans un environnement, dans un pays qui n'était pas le mien forcément. Le mannequinat m'a beaucoup formée parce que j'ai eu beaucoup de noms. J'ai eu beaucoup de noms, mais je ne me suis pas laissée abattre par ça. Et j'ai vraiment choisi de ne pas me laisser définir par des noms, par les autres, tu vois. Donc, c'est ça, c'est plus ça qui m'a... Le mannequinat, c'est dur. Le mannequinat, c'est super dur. Très, très dur. Et tu as rencontré beaucoup d'échecs, du coup, dans ta vie? Assez. Mais c'est ma persévérance, mon entourage qui m'a amené où j'étais là, je suis. Ok. Et du coup, tu es Miss Guinée maintenant depuis quoi? Depuis 2 mois? Oui. 1 mois ou 2 mois? 2 mois. En janvier. C'est comment la nouvelle vie de Miss Guinée? 1 mois maintenant. Hein. 1 mois. Ouais, c'est bien. Ma vie a changé sur beaucoup de facteurs sur beaucoup de facteurs parce que j'ai une grosse responsabilité. C'est pas facile d'être Miss parce que tu travailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a beaucoup d'attentes. C'est ça. Et quand tu es Miss, ça c'est pas que quand tu es Miss, hein, quand tu gagnes quelque chose, quand tu réussis, en général, tu as toujours beaucoup de gens qui sont de ton côté, mais tu as aussi beaucoup de critiques qui viennent. Ouais. Et toi, par exemple, il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux quand tu as gagné? Oui. Par rapport à quoi? À la langue? Oui, ils disaient que je ne méritais pas, que je ne sais pas m'exprimer. Il y a des gens qui ont dit que je n'ai pas de culture parce que je me suis bloquée sur... Je n'ai pas pu m'exprimer comment j'aurais voulu parce qu'il faut savoir aussi que les gens ne savent pas que moi, j'ai grandi en Italie. J'ai fait toute ma scolarité en italien, tu vois. Je suis venue ici, en quelques mois, en quelques années, j'ai essayé d'apprendre le français, tu vois. Maintenant, je parle pas encore bien le français. Mais quand je parle, je fais en fait une transition, tu vois. Même tout de suite, je dois traduire des mots, tu vois. Et quand j'ai dit le discours final de Miss Guinée, j'ai pas commencé comment je voulais commencer, tu vois. Et donc, ça a un peu changé tout dans ma tête. Donc, je me disais, est-ce que j'emploie les bons mots? Parce que aussi, le français, effectivement, une pression devant toute la nation. Donc, je me disais, est-ce que j'emploie les bons mots? Est-ce que, comment il s'appelle? Parce que le français est délicat aussi. Le français est très délicat. Donc, c'est un peu ça qui m'a bouleversée là-bas. Et oui, j'ai eu beaucoup de critiques, c'est vrai. Mais ça ne m'a pas touchée. Ah ouais? Ouais, ça m'a pas touchée, je peux te dire. Au fait, parce que j'ai tellement travaillé pour arriver à ça que... Et puis, je t'ai dit, moi, j'aime... Genre, tu regardais les commentaires comme ça et tu calculais pas? Ouais. Ça me disait rien parce que j'ai travaillé pour arriver à ça, tu vois, on m'a pas donné cadeau.
c'est du travail, tu vois. Quand tu travailles tellement dur pour un objectif et tu sais que tu t'es vraiment mis à fond, tu t'es surpassé, parce que moi, beaucoup de choses que je fais en tant que Miss, je ne le faisais pas parce que moi, de base, je suis dans mon monde, au fait, tu vois. Et arriver à conquérir ton objectif, ça, je pense que les critiques ne te touchent pas. Surtout, ce sont des critiques de la part de gens qui ne te connaissent pas forcément. Et il y a des gens qui me connaissent depuis le début de ce parcours, qui m'ont rappelé, qui m'ont dit félicitations. Ils m'ont rappelé ce que j'ai vraiment vécu et ils étaient contents pour moi. Ils sont des gens qui me connaissent. Donc, ça ne m'a pas touchée pour ça, parce que les gens qui me connaissent savent que j'ai travaillé pour ça. Ils étaient là pour moi. Et mon équipe était là, mon maman, mon papa, mes tantes, tout le monde. Donc, ça ne m'a pas touchée tellement pour ça. Après, ça fait mal qu'il y a tes vidéos où tu parles mal qui sortent sur les réseaux. Ah, les gens, ils ont enregistré les vidéos, en fait, et ouais, ils faisaient sortir. En fait, ils enregistraient la partie où je me suis mal exprimée en français et tout. Ils se moquaient de moi, ils écrivaient des méchancetés et tout, mais qui me touchaient pas, parce que moi, j'ai travaillé pour ça et ça... T'es forte, hein. Oui, mais la plupart des gens, quand ça leur arrive, ça, ils craquent. Hein. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'est quoi? Quand tu... au fait, moi, je suis Miss. Je sais dans quoi je me suis lancée. Je sais que quand même, je ne peux pas empêcher les gens de me juger. Tu vois, les gens doivent dire leur opinion. Moi, je suis personne pour les empêcher ça. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi, je sais qui je suis, je connais mes valeurs, je sais quels sont mes objectifs surtout, tu vois. Donc, ils peuvent continuer. Moi, quand même, je reste forte. Bravo. Et en tant que Miss, c'était quoi ton projet, toi, exactement? J'ai un projet axé sur la santé mentale des femmes en situation de postpartum. Donc, après accouchement. Ça consiste en quoi, en gros? En fait, tu connais déjà c'est quoi le postpartum? Ok. Il faut savoir que quand on parle d'accouchement, on a tendance à voir les femmes super contentes, des héroïnes et tout, alors que la majeure part des fois, les femmes sont... En fait, ils passent une phase très sensible, tu vois. Les gens voient juste le changement physiquement, mais il y a le changement psychologique, tu vois. Donc, elles ont besoin d'accompagnement. Elles passent genre deux phases. Le changement psychologique, ça consiste en quoi exactement? Il y a une phase de baby blues qui est une phase de malinconie. Après, si cette phase n'est pas accompagnée, soutenue, surtout par les spécialistes et par les proches de la femme, ça peut se transformer en dépression postpartum. Tu vois, et cette dépression peut porter à des comportements tels qu'une perte d'intérêt, une difficulté à se lier à l'enfant et surtout des pensées d'automutilation. Donc la maman devient dangereuse pour elle-même et pour l'enfant. Les enfants sont les futurs cadres du pays. C'est important de les faire grandir dans un environnement sain. Les mamans sont les piliers de notre société. Moi, ma maman, c'est tout pour moi, tu vois. Donc, et puis ce projet vient de ma maman parce qu'elle a eu un accouchement assez dur avec moi. Elle m'a expliqué son expérience. J'ai dit non, ça c'est mon combat. Je veux plus que ça arrive. En fait, je veux protéger ces moments, tu vois. J'espère de pouvoir le faire, tu vois. Et donc, c'est un peu ça. J'ai une tante aussi atteinte de dépression postpartum. Donc, c'est vraiment mon combat le plus cher. Et toi, c'est quoi la vie que tu vises après être Miss? Tu as déjà des objectifs? Oui, déjà développer mon projet. C'est qui est la chose là qui me tient le plus à cœur, donc ouvrir ma fondation et tout. Et devenir chef d'entreprise, peut-être. L'entrepreneuriat, ça te parle beaucoup? Oui. Tu sais déjà ce que tu veux faire ou... Oui. Tu peux en parler? Non. Pour le moment, c'est un secret. Ouais. Ok. Et du coup, avec tout ton parcours là, il y a des erreurs que tu as pu faire. Toi, c'est quoi les conseils que tu donnerais aux jeunes? Je pense que le conseil que je peux donner, c'est de ne pas se laisser définir par les autres, déjà. C'est de travailler. C'est de persévérer, parce que dans la vie, tu vas avoir beaucoup de non, tu vas avoir beaucoup d'échecs, mais il ne faut pas prendre ces échecs comme une excuse pour ne plus poursuivre ton rêve. Et surtout avoir de la foi, croire en ton rêve. Donc, ce sont les trois: travailler, persévérer et avoir de la foi. C'est quoi que tu appelles se laisser se définir par les autres? En fait, on a tendance, parce que, imagine-toi, quand une personne te dit non, tu ne peux pas le faire, une autre personne vient, non, tu ne peux pas le faire, une autre personne vient, non, tu ne peux pas le faire. Tu te laisses définir par les autres, ou bien tu n'es pas capable de le faire, tu vois. Alors que toi, tu sais
que tu es capable de le faire. Tu as ce rêve parce que tu sais où tu veux arriver. Tu as une vision. C'est de continuer à rester sous cette vision et persévérer sur la vision. Donc, parce que tu peux changer le monde, tu sais Toi, pas. tu as subi ça aussi beaucoup? Oui. Tu te laissais définir par les autres? Oui. Avant de venir en Guinée même ou En Italie, moi, en Italie, j'ai vécu plusieurs choses. Genre. Ok. En fait, tu sais c'est quoi? L'Italie a vraiment été un pays de... Ça m'a vraiment, oui, d'un pays de formation et ça m'a vraiment beaucoup donné. Moi, j'adore l'Italie. L'Italie, c'est ma deuxième maison, tu vois. J'ai tous mes amis là-bas, tu vois. Mais ça m'a beaucoup enseigné. Ça m'a enseigné la vie aussi. Ok. Et du coup, toi, tu devrais vivre où? En Guinée, plus tard? Oui, je compte m'installer en Guinée. Ça va, tu t'y plais bien? Oui, j'adore la Guinée. Tu passes des bonnes journées? Ouais, j'adore. C'est ici que tu veux entreprendre? Oui. Okay. L'Afrique, c'est le futur. Tu penses? Oui. Et tu trouves que la Guinée, c'est un pays qui évolue beaucoup en ce moment? Ça commence à évoluer, oui. Ça commence à évoluer. Je pense que c'est la jeunesse qui doit s'impliquer par rapport à ça. Ok. Toi, tu vois à travers quoi cette évolution, par exemple? Je vois une grosse différence par rapport à... Moi, j'étais venue ici en 2019. Et par rapport à 2019, ce que j'ai vu et maintenant, c'est complètement différent. La Guinée a vraiment progressé sur beaucoup d'aspects. Tu vois, c'est pas la même Guinée qu'on voit. Et j'espère qu'elle va continuer aussi à grandir. Elle va être un point en italien, on dit riferimento, un point pour les autres pays, une référence. C'est vrai que même par rapport à l'année dernière, moi, je trouve que quand même, ça évolue bien quand même. Mais du coup, c'est l'une des choses qui t'a... Parce qu'en fait, moi, j'aime bien le dire, et de toute façon, je l'ai déjà répété ici plusieurs fois. Quand tu t'installes en Europe, en général, c'est que tu as juste envie d'avoir une vie stable. Ouais. Mais quand tu veux réellement construire quelque chose dans ta vie de gros, c'est plus accessible. Tu peux le faire, tu peux impacter plus de gens en Afrique, en Guinée. Toi, c'est l'une de tes motivations aussi. Oui, effectivement, aussi. Oui, c'est ça aussi. Je te dis, je vais laisser des traces de Tigui. Ok. Du coup, est-ce que tu aurais un mot pour la fin? Je tiens déjà à te remercier pour m'avoir invité ici. Et je tiens à remercier aussi le comité de Miss Guinée qui m'a donné l'opportunité d'être là aussi et pour l'accompagnement, le soutien qu'il me donne à longueur de journée parce que c'est pas facile. Et je tiens à remercier ma famille, mon équipe surtout qui est toujours là pour moi, qui m'accompagne partout. Et ils font de choses. Ils sont derrière, mais ils font beaucoup. Ce qu'on ne voit pas dans l'ombre. Effectivement, mais ils font tellement et je suis tellement reconnaissante envers chacun d'eux. Et je tiens à remercier aussi mon manager, qui est la personne qui me supporte le plus parce que moi, je ne suis pas facile. Je ne suis pas du tout facile. Mais il a su s'adapter à moi, il a su m'encourager, il a su me comprendre et me connaître. Donc maintenant, même si on discute des fois, il est toujours là. Il est toujours là et c'est incroyable le travail qu'il fait pour moi. Ok. Merci d'être venu, Tigui. Merci à toi. Et on se dit à bientôt. D'accord. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Productions, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables tels que les mariages, Starter Events est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.